Pour les habitants de Manaus au Brésil, Wallace Souza était un héros. Depuis son émission télévisée, il encourageait à dénoncer les narcotrafiquants et les tueurs sans pitié. Il écoutait attentivement les plaintes des habitants pauvres de la communauté qui vivaient piratés par le crime organisé et allaient même jusqu'à mettre leur corps en jeu pour eux. Les caméras et les reporters de son programme TV Libre étaient toujours les premiers à arriver et étaient prêts à tout montrer. Le spectacle d'information que montait Wallace Souza ne semblait craindre rien. Il démasquait les criminels, s'impliquait pleinement dans les quartiers les plus dangereux et illustrait l'histoire violente qui se déroulait dans ces rues. Pendant les années 90 et la première décennie des années 2000. Pour toutes ces raisons, le courageux Souza était un idole populaire. Conscient de cela, l'homme s'est lancé en politique et y a connu du succès et de l'admiration, du moins un certain temps. Soudain, il est tombé sous le soupçon le plus brutal et inattendu lorsque ses détracteurs ont commencé à suggérer qu'il encourageait et provoquait lui-même les crimes qu'il allait ensuite couvrir. Mais ne nous précipitons pas. Le cas de Wallace Souza soulève des questions qui aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, semblent avoir une pertinence renouvelée. Jusqu'où peut aller quelqu'un sans scrupule pour attirer l'attention du public? Quelle est la limite lorsqu'il s'agit de dépeindre un fait sanglant? Wallace Souza était-il vraiment un génie criminel qui a monté un énorme plan pour en tirer profit, ou a-t-il simplement été victime d'une conspiration encore plus grande? Son travail était-il sincère et altruiste? A-t-il heurté des intérêts cachés? Qui ment et qui dit la vérité dans cette histoire? Pour essayer de répondre à cette question et à d'autres énigmes, nous allons nous plonger dans l'obscur cas de Wallace Souza, du sang. Avant d'être un présentateur de télévision, dont la marque de fabrique était toujours d'obtenir le scoop, Wallace était un jeune homme ordinaire, exposé à tous les dangers de Manaus. Il a grandi dans cette ville, la plus vaste et la plus peuplée de l'état d'Amazonas au Brésil, sans même imaginer qu'il finirait par devenir l'un des habitants les plus puissants et illustres. Il est né le 12 août 1958 et a grandi là-bas, alors que la situation sociale et économique de la région se détériorait et que la criminalité augmentait dans les rues. Peut-être que c'est ce qui l'a inspiré en 1979 à devenir policier. On connaît peu de détails sur cette étape de la vie de Wallace, qui a pris fin abruptement en 1987 quand il a quitté la force. Selon certaines sources, il n'a pas démissionné, mais a été licencié. La raison ? Encore une fois, ils disent que la police a commencé à l'enquêter pour suspicion de fraude et de vol de carburant. En réalité, il a été rejeté de ce monde qui le fascinait, et a dû se réorienter vers un autre domaine. C'est alors qu'il a commencé à s'intéresser au monde du journalisme, mais pas d'un point de vue aussi solennel que certains reporters le recherchent. L'objectif de Souza était loin de la présentation sobre des actualités ou d'un regard apparemment objectif sur la réalité. Il voulait se salir les mains, montrer des histoires violentes et marginales, sans peur de se tacher de sang, jusqu'à atteindre le sens le plus littéral de l'expression. En 1996, Canal Libre, une émission d'actualité centrée principalement sur le thème de la police, a été lancée pour la première fois. À Manaus, les nouveautés de ce type abondaient et les spectateurs étaient fascinés par la connaissance détaillée des derniers vols, homicides et perquisitions qui se produisaient dans leur quartier. Wallace Souza a rapidement détecté qu'il pourrait y avoir là une véritable poule aux œufs d'or et a commencé à exploiter au maximum un sous-monde d'histoires marginales. Avec le temps, son programme est devenu de plus en plus extrême. Le ton sensationnaliste avec lequel Souza racontait les affaires fascinait le public, qui pouvait passer des heures à l'écouter dans une sorte de transe morbide. Des dizaines de personnes se rendaient à la chaîne pour assister aux diffusions en direct et ont lentement commencé à jouer un rôle clé dans le style du programme. Les spectateurs acclamaient Souza, applaudissaient de ses opinions et lui demandaient également de parler. Tous voulaient y participer, faire partie, donner leur avis et applaudir leur idole. D'autres personnes venaient à lui avec des supplications désespérées. Des enfants qui étaient complètement perdus dans le monde de la drogue, des familles menacées de mort par les narcotrafiquants du quartier ou des jeunes qui avaient été abattus en pleine rue. Pour une sorte de règlement de compte, les histoires sur Canal Libre devenaient de plus en plus sombres. Et Souza s'engageait toujours à enquêter en profondeur, à se rendre sur place et à montrer sans censure ce qui se passait dans les rues. Au fur et à mesure que la popularité et l'audience de Canal Libre augmentaient, Souza a commencé à embaucher plus de caméramans, de producteurs et de reporters pour couvrir l'énorme quantité d'histoires qui leur parvenaient.
Les images qu'il représentait étaient d'un impact extrêmement fort et il n'y avait aucun code d'éthique journalistique qui les empêchait de montrer sur le petit écran toutes sortes d'aberrations. Des cadavres, du sang répandu dans les rues ou des personnes qui venaient d'être égorgées n'étaient que la pointe de l'iceberg de ce spectacle dément. Souza et son équipe arrivaient sur les lieux à une vitesse incroyable. Parfois, la police n'était même pas encore sur place. Avec les caméras, ils s'introduisèrent dans une voiture détruite qui venait d'être criblée de balles et montrèrent le corps d'une personne sur le siège avant. De la même manière, ils pouvaient s'aventurer dans les pâturages jusqu'à trouver le cadavre d'un voisin qu'ils disaient avoir trouvé quelques minutes auparavant. Pendant ce temps, l'innovation devenait quotidienne dans le studio de l'émission. Pour contraster avec les images sanglantes des reportages extérieurs, Souza utilisait le studio pour présenter des numéros humoristiques avec des danseuses et des sketchs de marionnettes, et même des initiatives solidaires pour collecter des fonds pour le traitement d'un enfant atteint d'une maladie chronique. Soudainement, Wallace Souza était pratiquement devenu une marque déposée. Il était synonyme de journalisme le plus sensationnaliste, certes, mais aussi de la dénonciation constante d'une société vulnérable, abandonnée par l'État. Il était le symbole d'une télévision où le sang et le spectacle superficiel se côtoyaient. Mais tout cela finirait par révéler une autre facette, beaucoup plus turbulente et inquiétante, dont personne ne semblait vouloir s'occuper jusqu'à ce que les victimes commencent à se compter par dizaines. Mais qui était vraiment Wallace Souza? Et de quoi était-il capable pour rester l'homme le plus puissant des médias de Manaus? Sans surprise, Souza s'est rapidement lancé en politique. Sa popularité était telle que cela semblait incontournable. Non seulement beaucoup de gens le voyaient chaque semaine, mais ils l'aimaient aussi, admiraient son apparente bravoure et le considéraient comme un justicier civil. Quelqu'un qui risquait sa vie pour les défendre et à qui il devait une totale admiration. Le grand présentateur a d'abord été lié au Parti libéral, de tendance conservatrice, puis au Parti social-chrétien. En l'an 2000, il a été élu législateur en 2002 et plus tard député régional, mais il n'a jamais abandonné son côté journaliste. Alors que son pouvoir politique augmentait rapidement, il restait l'homme fort de la télévision avec son spectacle télévisé pittoresque et sanglant. Ses émissions en direct frôlaient parfois le bizarre, avec des bagarres à main nue et des témoignages constants de personnes qui pleuraient et exposaient leur misère devant les caméras. Mais rien ne perturbait ni ne ternissait la réputation de Souza, jusqu'à ce que certaines rumeurs commencent à circuler. Dans le milieu journalistique et plus tard dans les rues de Manaus, on savait qu'un des frères de Souza avait une histoire particulièrement sordide. Du nom d'Ulysse, ce frère de Wallace avait toujours eu beaucoup de problèmes avec la consommation de drogue. Certains partisans de Wallace pensèrent que le sujet s'était tourné vers la dénonciation des criminels comme un moyen de rendre justice à son frère. Ils ne réalisèrent cependant pas l'ampleur que ce supposé désir de vengeance pourrait prendre. Progressivement, différents membres de la famille Souza ont rejoint le programme, de ses autres frères à ses propres enfants. Et quelque chose de logique s'est produit. Alors que le clan Souza commençait à gagner beaucoup de renommée, les ennemis ont également commencé à apparaître. Différents, les membres de la famille de Wallace et même le présentateur lui-même recevaient des menaces de mort presque quotidiennement. L'homme se déplaçait dans une voiture blindée et d'autres membres de l'émission ont également été contraints de se protéger face au siège continu des criminels qu'ils avaient l'habitude d'exposer en direct. Des criminels qui finissaient souvent en prison après qu'un reportage spécial ait été fait sur eux. La passion de Wallace pour toujours repousser les limites a atteint un point particulièrement dramatique lorsqu'il s'est proposé comme médiateur lors d'une prise d'otage alors qu'il était déjà en fonction politique. Et il a fini par sortir dans une voiture avec le criminel pour lui garantir qu'il ne serait pas criblé de balles. Les caméras de télévision ont suivi de près les minutes tendues pendant lesquelles Souza se déplaçait dans la voiture du ravisseur. Sous le regard attentif des policiers, qui pouvaient à tout moment recevoir l'ordre de tirer sur eux. Pour une seconde, tous ceux qui étaient à l'écoute ont retenu leur souffle, s'attendant au pire. Mais Souza est sorti indemne de cette opération et a même serré la main du délinquant avant de descendre calmement et souriant du véhicule. Tout semblait être sous son contrôle et les choses se passaient toujours bien pour lui, jusqu'à ce qu'un délinquant nommé Moa soit arrêté et commence à parler. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Moacir Dacosta, alias Moa dans l'AMPA criminel de Manaus, était effrayé. Il disait qu'ils allèrent le tuer et demandait aux autorités une protection spéciale en échange de la révélation d'un secret spectaculaire.
Au cours d'un long interrogatoire, les agents de l'unité antidrogue ont entendu une histoire qui semblait tirée d'un film, avec un cliffhanger que personne ne s'attendait à entendre. Le très célèbre, puissant et aimé du public Wallace Souza était en réalité le chef d'une organisation criminelle. Selon Moa, dans ce premier moment, Souza était le cerveau derrière une série de crimes dans les rues de Manos, dont le seul objectif était de lui fournir du matériel pour ses rapports télévisés sordides, et ainsi gagner du poids et du pouvoir dans une ville où la loi semblait avoir pris une pause. Moa affirmait que Souza lui avait payé pour tuer de nombreuses personnes au cours des dernières années. En tant que tueur à gages, il avait accompli sa mission, mais se retrouvait désormais acculé. Le criminel affirmait que c'était l'explication simple et crue de pourquoi les caméras de Canal Libre arrivaient avant tout le monde sur les lieux des faits. Souza n'avait même pas besoin d'avoir des contacts dans la police ou de pirater les signaux radio des forces de sécurité. Il était allé un pas plus loin. Il arrivait en premier parce qu'il savait à l'avance où et quand les crimes qu'il avait lui-même ordonnés seraient commis. La nouvelle s'est propagée instantanément dans tous les médias brésiliens. Le public était divisé entre ceux qui voyaient leur idole devenir le méchant le plus redouté et d'autres qui croyaient en son innocence. Après tout, Moa ne semblait pas être une personne particulièrement digne de confiance ou intègre. C'était un criminel et un meurtrier avoué. Quel bien pourrait-il servir les intérêts de quelqu'un d'autre pour éliminer Souza de la carte publique ? Dans ce contexte, le présentateur a entamé sa défense, d'abord médiatique puis judiciaire. Souza n'a pas évité les caméras et a affirmé dès le début qu'il était victime d'une conspiration menée par les criminels qui l'avaient nui dans sa carrière. Et les politiciens qui s'opposaient à son ascension fulgurante, tout le monde savait que Souza viserait à un moment donné la gouvernance, et personne ne savait vraiment quelle pourrait être la limite de sa carrière politique. Souza affirmait que les services de renseignement brésiliens étaient derrière l'accusation. À un certain point, il a commencé à prédire qu'il parlerait bientôt de lui comme d'un héros mort. Une théorie suggérée par son entourage proche. Elle pointait vers un réseau d'abus d'enfants que Souza avait enquêté, et qui comprenait des personnages très influents dans la politique locale de Manaus. Il y avait aussi des rumeurs que Souza pourrait être nommé ministre de la Sécurité dans un avenir proche. Et cela pourrait inquiéter certains secteurs de la politique impliqués dans le crime organisé. Malgré son insistance sur son innocence, un autre élément jouait en sa faveur jusqu'alors. Il n'y avait aucune preuve qu'il connaissait Moa. Souza était convaincu que cela ne pourrait jamais être prouvé et ainsi l'accusation tomberait de son propre poids. Et alors, une fois son nom blanchi, il pourrait tout avoir, politiquement parlant. Mais ce ne fut pas le cas. Quand Souza pensait-il qu'il allait gagner la bataille médiatique ? Les rédactions de différents journaux locaux ont commencé à recevoir, toutes en même temps, une enveloppe contenant des preuves irréfutables. Une photo montrait deux hommes souriant dans une piscine. L'un était Wallace Souza, l'autre était Moa. La chute du... Avec maîtrise d'ouvrage dans le programme de témoins protégés, après avoir subi une attaque en prison, d'autres criminels qui pointèrent du doigt Souza ont commencé à apparaître. Soudain, sa situation semblait prendre un virage inattendu et violent. Wallace était passé d'un journaliste reconnu à un criminel froid et calculateur. Le procès semblait être imminent, et entre le témoignage de Moa et les photos prouvant leur amitié. La condamnation semblait être une formalité facile à résoudre, mais alors, il y a eu un autre tournant. Moa a parlé à nouveau, mais pour se contredire complètement. Il a affirmé que tout ce qu'il avait dit contre Souza était un mensonge et que la police l'avait torturé pour qu'il témoigne contre le député et présentateur. Quelle était la vérité ? Même pour les enquêteurs les plus impliqués dans le sujet, Moa était un témoin erratique et peu fiable, mais c'est sur lui que reposait toute l'affaire. Si son témoignage changeait, il n'y aurait plus de preuves contre Souza. Une chose est la photo à la piscine et une autre très différente, c'est de dire que le journaliste avait ordonné de tuer des gens. Alors, comme dans une tentative de bien s'entendre avec tout le monde, Moa, il a dit ne pas connaître Souza, mais plutôt son fils Raphaël, qui devrait faire l'objet d'une enquête. Apparemment, le jeune homme était le lien clé pour approuver la relation directe entre Wallace et les criminels. L'affaire judiciaire a repris de l'ampleur avec de nouvelles arrestations. Au début d'octobre 2009, tout semblait s'effondrer pour la vie et la réputation de Wallace Souza. Il a d'abord été démis de ses fonctions de député, perdant ainsi l'immunité conférée par son siège. Quelques heures plus tard, un mandat d'arrêt a été approuvé, mais à ce moment-là, Wallace avait déjà disparu. Le 6 octobre, les médias du monde entier le qualifiaient déjà de fugitif, mais son fils Raphaël était bien en état d'arrestation.
Un important dispositif est en place pour retrouver le journaliste et l'ex-député. Cependant, tout semblait vain, Souza semblait avoir disparu et ses proches craignaient pour sa vie. Il ne vivait pas seulement sous la menace, mais traversait également une sévère dépression. Ses proches affirmaient qu'il pourrait prendre une décision drastique d'un moment à l'autre s'il se sentait sous pression. La vérité était qu'avec les frontières fermées et les lieux qu'il fréquentait étroitement surveillés, Souza restait caché dans la maison de quelques amis. Via son avocat, il informait la justice qu'il ne se présenterait pas, jusqu'à être sûr d'une seule chose, qu'il ne l'enverrait pas dans une prison commune. C'était la plus grande peur du journaliste tombé en disgrâce. C'est que dans les prisons se trouvaient ces criminels qu'il avait dénoncés dans son émission. Il était fermement convaincu que s'il mettait les pieds dans une cellule, il serait tué en quelques heures. Ainsi, son avocat a négocié avec les juges et ils ont convenu de l'envoyer dans une cellule privée, isolée du reste des détenus, à condition qu'il se rende. Et c'est exactement ce qu'il a fait 4 jours après qu'ils aient ordonné son arrestation. Les images le montraient amaigri et effrayé. Il est entré dans le système pénal en clamant toujours son innocence. Tous étaient à nouveau devant les écrans pour voir son visage, mais ils ne le voyaient plus souriant et ayant un contrôle absolu de ce qui se passait autour. Ils attendèrent de voir le déroulement du procès tant attendu. Les eaux se divisaient dans les rues. Tous avaient pris position sur la question. Certains se manifestèrent avec des pancartes demandant sa libération, d'autres demandaient des peines sévères. Ni l'un ni l'autre ne se produirait. Le procès contre Wallace Souza, son fils Raphaël et Moa, a commencé en 2010, tandis qu'une parade de témoins renforçait l'accusation du parquet. Il y avait un meurtre précis qui monopolisait toute l'attention, celui d'un narcotrafiquant connu sous le nom de Kazula. Son meurtre semblait impliquer tous les accusés. On soupçonnait que Raphaël Souza, le fils de Wallace, avait été chargé de lui tirer dessus et que Moa l'avait accompagné dans une voiture que l'animateur de télévision avait précédemment louée. Pourquoi s'étaient-ils acharnés sur Kazula en particulier ? Parce qu'il était le dealer qui fournissait des drogues à ce frère de Wallace, qui était depuis des années dans une spirale de vice. Alors, selon eux, le journaliste avait prévu de le tuer pour venger son propre frère. Devant une salle comble de 200 personnes et une intense couverture médiatique, a commencé ce qui promettait d'être l'un des procès les plus marquants de l'histoire récente brésilienne. Il n'y avait qu'un absent, Wallace Souza lui-même, quelques jours avant le début des audiences. L'accusé principal avait été admis à l'hôpital pour un tableau médical jamais tout à fait éclairci, mais qui semblait lié à une maladie chronique. Souza n'a pu ni assister au procès, ni suivre de près l'affaire dans l'enceinte, avec des dizaines de témoins affirmant des choses catégoriquement différentes les uns des autres. Une productrice de Canal Libre, Vanessa Lima, a également été arrêtée sous suspicion que le gang criminel dirigé par Wallace étendait ses tentacules à travers toute l'équipe de télévision. Mais beaucoup des témoins qui pointèrent du doigt elle et d'autres reporters de l'émission ont fini par changer leur discours. Encore une fois, les accusations de torture et de menaces envers les criminels qui parlaient dans l'affaire éternissaient un processus qui semblait au moins plein d'impasses. De mars à juillet 2021, Souza a été hospitalisé en soins intensifs jusqu'au 27 juillet, date à laquelle son décès par arrêt cardiaque a été annoncé. Selon le rapport médical, il avait récemment subi une chirurgie pour une accumulation de liquide abdominal qu'il n'avait pas supporté. Pour la famille Souza, l'homme avait déjà baissé les bras depuis longtemps. Ironiquement, Wallace Souza n'a pas vécu pour voir la fin de sa propre histoire médiatique, l'une des plus controversées du Brésil. Moa et Raphaël Souza ont été reconnus coupables. Le fils de Wallace a reçu une peine de 9 ans de prison et Moa a ajouté cette condamnation à celle qu'il avait déjà accumulée. On ne connaîtra jamais l'issue juridique du cas Wallace. Sa mort a laissé en suspens la fin de son parcours judiciaire, malgré la dérision publique. Lorsque le cercueil contenant ses restes a atterri à Manaus, une foule est venue le recevoir à l'aéroport. Un genre de funérailles populaires spontanées a été organisé, où il est devenu clair qu'un large secteur de cette partie de la carte le considérait toujours comme un justicier. Ou, comme il l'avait lui-même prévu, un héros mort. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Wallace était-il un méchant impitoyable, ou y a-t-il d'autres nuances dans cette histoire ? L'homme est-il réellement décédé à l'hôpital, comme l'ont annoncé les médecins, ou y a-t-il eu un autre événement durant son séjour ? Que se serait-il passé si cette personne avait atteint les sommets politiques qu'elle visait ? Est-il vrai qu'après son décès, des sphères de pouvoir élevées pourraient être liées qui ne voulaient pas prendre le risque d'avoir un grand parleur occupant des sièges importants ? Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet, et rien n'exclut que certaines affaires soient rouvertes à l'avenir. En attendant, il est probable que la plupart de ces réponses aient été emportées par Souza lui-même dans sa tombe prématurée.
Une tombe enveloppée dans le brouillard de la corruption, de la dissimulation et de la complicité toujours latente qui existe entre les criminels et ceux qui prétendent être là pour nous protéger.